I continuem ara amb una altra experiència destinada a encoratjar els museus i els equipaments culturals a incloure les famílies i les veus dels nens i nenes a la seva activitat diària. La trobem a França, a través de l'associació Momar, que ajuda el museu i els espais culturals a millorar la seva acollida i els seus serveis per a les famílies. De seguida descobrirem com ho fan, perquè entre nosaltres avui és la seva presidenta i fundadora, la Caroline Rosnet. Bonjour, Caroline. Buenos días a todos. No hablo español ni catalán. Gracias por esta hermosa invitación. Me conmueve especialmente participar en una reunión europea. Hice un servicio voluntario europeo en Italia hace 20 años. Amo Europa, me gusta la idea de intercambiar nuestros puntos de vista acerca de acoger familias y niños en espacios culturales. Donc, je m'appelle Caroline Rosnet et j'ai fondé l'association Montmartre, qui est une association qui milite pour rapprocher les familles de tous les lieux culturels, les musées, les muséums, les centres d'art, le patrimoine et maintenant, depuis cette année, les musées de sciences. Ce qui me touche particulièrement, c'est l'accessibilité à la culture par le biais de la parentalité. Faire des musées, des terrains de jeu et de découverte pour toutes les familles. Ce sont mes études en histoire de l'art et la naissance de mes enfants qui ont vraiment fait naître chez moi une vocation de rendre la culture accessible à tous dès le plus jeune âge. Alors nous avons fondé une association qui est une association de familles. Vous voyez ici nos ambassadrices. Il n'y a pas beaucoup de garçons, mais ce sont tous les maris de ces femmes qui travaillent comme bénévoles, puisque c'est une association loi 1901, donc nous sommes tous bénévoles. Et nous avons écrit, comme à l'image de Kids in Museum, une charte qui présente tous les points importants pour que la culture soit accessible à tous et que les familles soient bien accueillies dans les musées. Alors, qu'y a-t-il dans cette charte ? Alors, elle est par beaucoup de points proche de la charte de Kids in Museum qui nous a été vraiment très bien décrite par Alison Boyer. Donc je ne vais pas reprendre tous les points de la charte, mais juste vous dire que sur la dizaine de points que compte la charte Montmartre, le point le plus important, c'est l'accueil du musée. Tout se joue à l'accueil du musée. Le sourire de la personne qui accueille, le mot de bienvenue, le fait de dire bonjour, que ce soit en Angleterre, en Espagne, en France, je pense partout dans le monde, c'est vraiment primordial. Vous pouvez avoir la plus belle collection du monde, si on n'est pas bien accueilli dans le musée, l'expérience n'est pas bonne. Donc, je ne vais pas revenir sur tous les points de la charte, mais à l'accueil, évidemment, il faut qu'on puisse nous dire, il faut que, par exemple, la poussette soit acceptée. Si la poussette n'est pas possible, par exemple, dans des lieux de patrimoine, il faut qu'on puisse prêter un porte-bébé, par exemple. Il faut que la personne de l'accueil explique qu'il y a un endroit pour allaiter ou un chauffe-biberon, des choses un change-bébé, une table à langer. C'est incroyable de dire ça au XXIe siècle, mais il y a encore beaucoup en France de musées qui n'ont pas de table à langer dans les toilettes. Ça n'est pas normal. Bien sûr, les choses matérielles, la possibilité de faire une pause dans le musée, de se restaurer, mais évidemment, le point aussi le plus important, c'est tous les services culturels que propose le musée.
Le musée doit mettre à disposition des outils pour que la famille puisse découvrir à son rythme. Donc il faut proposer des parcours de qualité, des cartels à double niveau de lecture, penser aux enfants quand ils ne sont pas encore lecteurs, fabriquer des outils pédagogiques et ludiques spécialement conçus à l'attention des familles en autonomie, les livrets de parcours de jeu, des parcours numériques, des sacs d'activités, du matériel pour jouer et pour manipuler. En France, lorsque donc, cette charte circule librement sur les réseaux sociaux, ce n'est pas notre association qui présente la charte au musée, ce sont les musées qui viennent parce qu'ils ont entendu parler de la charte sur les réseaux sociaux, et ce sont les musées qui font la démarche de signer notre charte. Une fois que le musée a signé la charte, il s'engage à faire de son mieux pour accueillir au mieux les familles. Et cela engage tout le musée, depuis le conservateur, le directeur, la directrice, jusqu'à l'agent de surveillance. C'est vraiment une démarche qu'on veut globale, pour que tout le monde soit impliqué. Donc lorsque le musée a signé, il devient un musée joyeux. C'est un terme qui est devenu général, musée joyeux pour tout type de structure culturelle. Alors, depuis 4 ans, près de 170 structures culturelles ont signé notre charte en France, en Europe, en Italie, en Belgique et bientôt en Espagne, je l'espère. Et puis au Canada, ont signé donc notre charte. Alors, notre association repose sur un écosystème de piliers, la famille d'un côté et les musées de l'autre. Et nous avons un site internet que je vous invite à aller voir, sur lequel il y a un blog. Et sur ce blog, les musées joyeux qui ont signé la charte peuvent raconter ce qu'ils mettent à disposition pour les familles. Et les familles racontent aussi leur expérience au musée. Et c'est extrêmement intéressant de voir comment les familles visitent les musées et toutes leurs petites expériences. Alors, pour motiver les musées qui ont signé, nous avons créé aussi des trophées. Alors, le prochain trophée a lieu samedi 30, là. C'est un trophée qui récompense les musées, qui a lieu une fois par an, qui récompense les musées qui se distinguent par leur action remarquable pour les familles. Donc nous avons le trophée Montmartre pour les gros musées, les grosses structures, parce que le Centre Pompidou ou le musée d'Orsay a signé la charte Montmartre, mais il ne peut pas participer au même titre que par exemple le musée de l'horlogerie de Saint-Nicolas d'Aliermont, qui est un petit musée. Donc nous avons le trophée Montmartre, le prix coup de cœur du jury pour les structures plus petites, et nous avons créé aussi le prix Ado Muséo, parce qu'on se rend compte que les adolescents sont une cible qui est la moins, pour laquelle les musées développent le moins d'activités. À part le street art, le hip-hop, la BD, il n'y a pas grand-chose. Or, c'est important de rendre accessible la culture aux adolescents. Donc, comment ça se passe ? On envoie un questionnaire aux musées joyeux qui veulent participer au trophée. Les musées répondent, ce sont des questions très précises. Par exemple, qu'avez-vous mis en place dans les collections permanentes en autonomie, parce que ça nous semble très important de ne pas proposer que des activités qui sont réservées à une certaine tranche d'âge ou qui sont sur un certain créneau horaire. Il faut qu'on puisse, ce que veulent les familles, c'est pouvoir être ensemble dans une structure culturelle. Donc on pose différentes questions, les musées qui veulent participer répondent, nous sélectionnons les musées finalistes et ensuite
Pardon. Ensuite, nous envoyons des familles muséotesteurs qui vont tester à leur tour les musées, incognito. Elles payent leur billet. Alors tout ça est bienveillant. L'idée, ça n'est pas de faire un piège. C'est bienveillant. Et elles vont tester à leur tour et faire leur muséobook. Et ensuite, le jury, avec le muséobook des familles et le muséobook des musées, donc un jury composé de personnalités du monde de la culture, de journalistes, de familles. On a toujours un président de jury qui est une illustratrice ou un illustrateur. C'est sur ces deux muséobooks qu'on va décider quel musée se distingue le plus. Donc je vous invite, merci, je vous invite vraiment à regarder puisque le jury va se réunir la semaine prochaine. Alors, lorsque les musées signent la charte, ils s'engagent aussi la qualité de l'image n'est pas terrible, à signer la charte Montmartre, les 10 droits du petit visiteur. Je vais vous faire passer, c'est en français, les deux versions qui existent, les 10 droits du petit visiteur pour les musées d'art et d'histoire et les 10 droits du petit visiteur pour les musées d'histoire naturelle, les muséums. Je vais vous les laisser passer. Alors, nous avons commencé par Dominique Le Bagousse et moi, par écrire ces 10 droits du petit visiteur en Creative Commons. L'idée, c'est d'inviter à l'accueil du musée toutes les familles à décomplexer la visite. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de visiter un musée. Donc, on l'avait écrit dans la première version pour les musées de Beaux-Arts. Et ensuite, Sébastien Machin, qui est un directeur d'un muséum de Bourges, a souhaité faire la version pour les muséums. Et je remercie Laura Batet qui a traduit en catalan et en espagnol les 10 droits du petit visiteur. Alors, si on regarde donc, le premier droit, alors c'est vrai pour tous les types de musées, le droit de visiter à son rythme. On peut prendre son temps, pianissimo, ou alors on peut vraiment aller très très vite, ou on peut aussi décider que c'est le plus petit de la famille qui est le guide et on visite en fonction de son trajet aléatoire. Le droit d'avoir une œuvre préférée. Le musée, c'est vraiment le lieu du partage des goûts et des émotions. Le lieu de l'empathie. On peut vraiment découvrir, c'est l'occasion de découvrir les goûts des enfants et les goûts des parents. Le musée, ça peut être un grand imagier qui nous permet de mieux se connaître. C'est vrai aussi pour un musée de sciences. Quand on joue ensemble, en interaction, on se connaît mieux, on se comprend mieux. Et ça, c'est vraiment important. C'est des bons moments de parentalité. Le droit de ne pas regarder. On oublie, nous adultes, que parfois dans les musées d'art contemporain, par exemple, on peut avoir des œuvres, ou même dans l'art religieux, il peut y avoir des choses qui sont violentes ou des choses à caractère sexuel, et on n'est pas obligé de regarder, donc on peut avoir ce réflexe de dire à l'enfant, si tu as peur, si ça ne te plaît pas, si tu trouves que c'est trop violent, alors ferme les yeux, tout simplement. Le droit de s'asseoir, je pense que personne n'aime avoir mal aux pieds, donc il faut penser à aménager les musées avec des sièges, ou en tout cas s'autoriser à pouvoir s'asseoir. Le droit de copier, alors on n'est pas obligé tout le temps de juste regarder, on peut aussi imiter avec les mouvements de son corps, ou imiter l'expression d'un tableau. On a le droit de bouger au musée. Le droit de poser des questions. En France, les agents de surveillance ne sont pas toujours bien considérés. Or, on oublie qu'ils voient passer des centaines et des centaines de guides et qu'ils sont aussi très cultivés sur les collections, passionnés par les monuments dans lesquels ils travaillent. Et donc,
eh bien, essayons de poser des questions aussi aux agents de surveillance, c'est autorisé. Le droit de partager ses impressions, de faire des commentaires. Il n'y a pas que les guides conférenciers qui sont spécialistes. Parfois, juste en regardant et en échangeant, on peut aussi découvrir des choses et comprendre des choses. Le droit de ne regarder que les détails. Si vous n'aimez pas l'art religieux, vous pouvez quand même être touché par un petit ange, par un petit drapé. Voilà, l'idée c'est de dire ce n'est pas grave si je n'aime pas ce type d'art, on peut passer très vite et regarder que les détails. Évidemment, le droit de ne pas faire tout le musée. Quand on fait la visite en famille, au-delà d'1 heure, ça devient un peu long. On n'est pas obligé non plus d'aller voir que les chefs-d'œuvre. Parfois, on peut être touché par des œuvres qui sont peut-être mineures, mais qui peuvent nous donner des émotions. Et puis enfin, le droit de rêver. Voilà, de se mettre devant une œuvre et d'imaginer comment elle était dans son contexte ou de créer carrément une histoire autour d'une œuvre. Donc on pense dans notre association vraiment qu'il est important de décomplexer la visite et de sortir des visites vraiment scolaires. Voilà, on fait un constat, c'est qu'à l'école comme au musée, il y a un maître qui sait, un tableau, et on demande aux enfants de se concentrer, on leur demande de réfléchir, on fait appel à la logico-mathématique, on fait appel à l'intelligence linguistique, c'est très scolaire. Et en fait, on pense que le musée peut être le lieu de toutes les intelligences musicales, rythmiques, verbales et linguistiques, visuelles, spatiales. Enfin, je vous renvoie à la théorie des intelligences multiples de Howard Gardner. L'intelligence aussi intrapersonnelle. Les musées peuvent être le lieu de mieux se connaître, mieux connaître ses sentiments, ses goûts, ses émotions. Interpersonnelles. On pense que le musée peut être aussi l'occasion de créer du lien entre la famille et les collections, mais aussi entre la famille elle-même. Et comme en France, dans beaucoup de musées, on a des choses extraordinaires, mais souvent ce sont des budgets qui vont avec des expositions temporaires. Et quand on va visiter des musées dans les collections permanentes, là, il y a déjà beaucoup moins de choses. Donc, avec notre association Montmartre, nous avons décidé d'inventer une pédagogie des jeux pour jouer à n'importe quel moment, dans n'importe quel musée d'art et d'histoire. On a commencé par les musées d'art et d'histoire, ensuite on a fait les muséums, on est en train de faire les musées d'art moderne et contemporain, et donc on a développé une pédagogie qui s'appelle les musées au jeu. Et si le musée devenait un terrain de jeu et de découverte. Alors, je vais vous laisser découvrir comment on aime le musée dans l'association Montmartre. Have you ever had fun at a museum? Museum games. Museum games are fun challenges for all the family. Challenge number 2, museum animals. At the museum we can go and hunt some animals. The smallest person in the family leads the way and looks for an animal in a work of art. When one is found, everyone must stop in front of it. Imitate all together the sound the animal makes. Oula. Allez, Victor. Alors, qu'y a-t-il? Muséo animaux. Tout simplement, on va demander avec les petits de visiter le musée
en cherchant tous les animaux. Et quand on arrive devant un animal à poil, à plume ou à écaille, tout le monde doit faire le cri de l'animal. Ensuite, on a Muséo chanson. Donc là, avec les ados, ça fonctionne très très bien. On se promène dans le musée et dès qu'on a une œuvre, on peut associer une chanson à une œuvre. Mais moi, j'ai des filles qui sont adolescentes maintenant. Et donc devant la victoire de Sam Strauss, c'était « I believe I can fly ». Et donc depuis, il y a Beyoncé aussi qui a fait un clip, je ne sais pas si vous savez, au Louvre. Et elle a un petit peu copié Montmartre. Je rigole. Muséo devine, alors ça c'est mon préféré. Vous mettez le bandeau, ça fonctionne partout, vous mettez le bandeau sur les yeux du grand-père ou de la maman ou du petit enfant, il doit être assis, et il décrit un tableau, une sculpture, un objet, et la personne qui a les yeux bandés doit retrouver l'objet dont il s'agit. Muséo BD, alors il faut inventer des dialogues dans les tableaux. Par exemple, regardez ce tableau, il indique les toilettes. Selon le petit garçon, il dit voilà. Alors c'est très décalé. L'idée c'est d'avoir un autre regard sur les œuvres, et ça n'empêche pas ensuite d'aller vraiment savoir qui était la personne du portrait, et de savoir pourquoi est-ce qu'il indique avec son doigt, qu'est-ce qu'il indique avec son doigt. Mais c'est une médiation qui va pouvoir se faire en famille sans prérequis en histoire de l'art ou en sciences. Et ensuite, ça n'empêche pas d'avoir des vrais médiateurs dans le musée qui vont venir donner des informations. Muséo dessin, c'est hyper classique, on n'a rien inventé, sauf que dessiner, souvent les petits livrets de visite sont très petits, et quand on demande à un enfant de faire un dessin, ça ne rend pas, c'est pas génial parce que les dessins sont souvent trop petits. Mais si vous demandez à un enfant de dessiner, vous lui donnez une planche, ça change tout. L'enfant peut dessiner, le papa peut dessiner, et il y a de la complicité, on passe un bon moment parce que très peu d'entre vous ont peut-être déjà dessiné avec leurs parents au musée. C'est des choses simples mais qui fonctionnent très très bien. Alors, muséo détail, vous savez qu'avec nos enfants qui sont constamment sur les écrans, on a des enfants qui zappent, qui ne passent pas plus de 10 secondes à regarder quelque chose. Ça, c'est tout bête, c'est un rouleau de carton. Et le fait de leur donner ça, ça suffit à ce qu'ils passent beaucoup de temps à regarder. Et donc le jeu, c'est de dire, cherche un détail et de faire deviner le détail aux autres membres de la famille. Alors, ça c'est ma nièce. Muséo postal. Dans le sac, le musée met une carte postale vierge, et l'idée c'est d'écrire à sa grand-mère, à quelqu'un qu'on aime bien, comme si on était à l'intérieur du tableau. Par exemple, les nymphéas de Monet, chère mamie, je suis dans les nymphéas de Monet, le jardin de Claude est magnifique, les nymphéas sont en fleurs. Et voilà, l'idée c'est d'avoir ce qu'on appelle nous les muséos-jeux littéraires, c'est-à-dire d'inviter l'enfant à utiliser vraiment à développer tous ses talents. Muséo ticket, c'est pareil, c'est un jeu très simple. Souvent, les musées éditent des tickets sur lesquels sont reproduites des œuvres d'art. Et bien là, plutôt que de jeter le ticket, on le garde, on doit retrouver l'œuvre dans le musée, et ensuite la personne qui a retrouvé son ticket doit expliquer, comme s'il était un guide conférencier, aux autres son œuvre. Et puis, un que j'apprécie particulièrement, c'est la muséophilo. Donc là, on se met devant un tableau, par exemple celui-ci, qui présente une jolie jeune femme, et
on se pose la question de qu'est-ce que la beauté. Et chacun son tour, on a le droit de dire ce qu'on pense de la beauté. Moi, je pense que c'est se maquiller. Moi, je pense que la beauté se fane, que cette jeune fille est peut-être très contente d'être belle, mais bientôt elle va mourir. Il y a un crâne juste sous son bras. Enfin, voilà. Et l'idée, c'est de prendre un petit temps de discussion en famille autour d'un thème simple. Et ça peut marcher vraiment pour des enfants tout petits. Je vais vous montrer avant... zut, j'ai fait une bêtise. Non. Je vais vous montrer que c'est possible aussi dans des musées de sciences. Alors là, il faut appuyer 2 fois. Voilà. C'est au Muséum de La Rochelle. Choisissez dans le bac une ou des peluches qui correspondent à un ou des animaux présents dans la salle. Montrez la peluche à l'enfant et retrouvez ensemble l'animal correspondant. Regarde, Rosalie, ce qu'il y a dans la boîte. Voilà. Donc, l'association Montmartre est très connectée. Chaque jeu correspond à un hashtag, par exemple Muséomime. Quand les gens, par exemple, vont jouer à Muséomime dans un musée, ils peuvent dire Muséomime au musée de Picasso et ils mettent sur les réseaux sociaux. Donc c'est vraiment un cercle vertueux parce que c'est les familles qui parlent aux familles en expliquant qu'ils ont passé un bon moment dans les musées. Donc nous, on peut nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram et tous les petites vidéos que je vous ai montrées, on peut les retrouver sur YouTube. Donc voilà, nous voulons vraiment que le musée devienne une fête et que nous souhaitons vraiment que partout en France, en Europe, dans le monde, on ait des musées joyeux. Voilà. Je vous remercie. Muchas gracias, moltes gracias.